dans le cadre de la Biennale du livre d'histoire qui aurait dû se tenir donc, le week-end dernier, qui a un petit peu changé de format compte tenu du contexte sanitaire, nous recevons aujourd'hui Madame Françoise Thébault. Donc, Madame Thébault, vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université d'Avignon. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut des études du genre à l'Université de Genève. Vous êtes ancienne codirectrice de la revue francophone Clio Femmes, Genre et Histoire. Et vous êtes la cofondatrice de l'association Mnémosyne. J'espère que je ne me suis pas trompée. Pas du tout, merci. Le prénom. Donc là, vous allez nous parler de Marguerite Thibert, qui est quand même une femme exceptionnelle, méconnue du grand public. Mais ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc juste pour situer, donc Madame Marguerite Thibert, c'est quand même elle a eu une licence de philosophie, elle a été docteur de lettres, socialiste, féministe, active sur le plan professionnel. Enfin, bon, vous allez nous exposer tout cela au travers de votre PowerPoint. Et si nous avons des questions les uns et les autres derrière votre écran, il ne faut pas hésiter à les poser à Madame Thébault à l'issue de l'exposé. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Thébault. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais remercier donc, la ville de Pontivy d'avoir maintenu cette biennale malgré des reports successifs et les circonstances extrêmement compliquées. Donc, merci de me donner l'occasion de présenter Marguerite Thibert. Les auditeurs ont sans doute vu dans ma présentation que je me considère comme une spécialiste d'histoire des femmes. En fait, c'est un champ de recherche qui a émergé en France et dans d'autres pays du monde dans les années 70. Et née dans les années 50, j'ai participé à cette aventure, à ce que j'appelle une aventure intellectuelle du développement de l'histoire des femmes. Regarder l'histoire, non pas seulement à travers ce qu'ont fait les hommes, hein, quels ont été les acteurs, mais aussi quelles ont été les actrices, ce qu'a signifié vivre à tel moment pour une femme, etc. Donc, dans ce cadre, j'ai souhaité faire une biographie de Marguerite Thibert et je vais vous présenter ce travail et cette figure qui est assez effectivement exceptionnelle. Alors, première remarque, comme on vous l'a dit, c'est une femme qui a vécu presque 100 ans, 1886-1982, et c'est une figure peu connue à la fois du public et même des historiens et historiennes qui ne sont pas spécialistes d'histoire des femmes. Peu de villes ont gardé sa mémoire. J'ai photographié moi-même cette plaque de rue lors d'une visite à Nantes. Marguerite Thibert a 2 noms de rue en France, donc une à Nantes et une à Dijon. Et c'est la ville de Nantes qui a sans doute gardé le plus sa mémoire, parce qu'il y a eu entre 1996 et 2014 un prix qui s'appelait le prix Marguerite Thibert, décerné par une association soutenue par la municipalité, l'espace Simone de Beauvoir. Et ce prix récompensé, ça vous présente déjà un petit peu le personnage, récompenser une femme qui s'était engagée dans des métiers traditionnellement féminins. Par exemple, une jeune fille qui voulait devenir officière de marine, une autre jeune fille qui voulait devenir menuisière, etc., etc. Et ce prix à la fois récompenser des efforts et aider aussi financièrement la candidate qui avait été élue. Pourquoi, de mon côté, ai-je voulu entreprendre cette biographie? Alors, d'abord, quelques mots de la biographie pour les historiens. Il y en a beaucoup qui paraissent, vous en voyez beaucoup dans les librairies. C'est un exercice assez exigeant parce qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'est la personne, ce qu'a fait la personne durant sa plus ou moins longue vie, mais aussi de la resituer dans tous les contextes politiques, sociaux, économiques qu'elle a traversé. Donc c'est un travail qui demande la consultation d'énormément d'archives et de comprendre de multiples phénomènes dans la période traversée. Alors pourquoi ai-je entrepris la biographie de cette femme? Dans mes travaux antérieurs, dans mes recherches historiques antérieures, je l'avais rencontrée entre guillemets, puisque je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, mais j'avais trouvé son nom et quelques remarques sur elle à 3 occasions. La première rencontre, c'est dans tous les ouvrages d'histoire du féminisme international. On cite un article qu'elle a écrit en 1933. Vous avez la première page de cet article. Article écrit dans la Revue internationale du travail, qui est la revue de l'Organisation internationale du travail, qui existe toujours à Genève et dont je reparlerai tout à l'heure. 1933, ça doit vous dire quelque chose. Ce sont les années
qu'on appelle de crise économique, hein, où il y a eu énormément de chômage, un peu moins en France qu'ailleurs, mais tout de même, et où de nombreux gouvernements ont tenté et parfois ont réussi à renvoyer les femmes au foyer pour, disait-il, laisser le travail aux hommes. Et dans ce contexte, Marguerite Thibert, qui soutenait beaucoup, j'y reviendrai, le travail des femmes, a écrit un article qui a eu un très grand retentissement à l'échelle internationale. Cet article s'intitule « Crise économique et travail féminin ». Vous voyez son nom en dessous. Hein. Et dans cet article, elle montre l'absurdité à la fois économique et sociale de renvoyer les femmes au foyer. Cet article a beaucoup aidé des associations à se défendre contre les politiques hostiles au travail des femmes dans les années 30. Deuxième rencontre avec Marguerite Thibert, j'ai écrit aussi un ouvrage sur l'histoire de l'écriture de l'histoire des femmes. Et en faisant cet ouvrage, j'ai rencontré la thèse que Marguerite Thibert a soutenue à la Sorbonne en 1926, thèse dont vous voyez, qui a été publiée, et vous voyez le titre sur la diapositive. On pourrait dire aujourd'hui que c'est une thèse d'histoire des femmes, puisqu'elle s'est intéressée au féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs d'école, hein, ces socialistes et ceux qu'on appelait les socialistes utopiques, le fouriérisme, Cabet, Fourier et d'autres. Hein. Elle s'est à la fois intéressée à ce que ces doctrines socialistes disaient des femmes et de la place idéale des femmes dans une société, et elle s'est aussi intéressée, c'était encore plus novateur à l'époque, hein, aux militantes, aux femmes militantes de ces mouvements du socialisme utopique hein, des années 1830-1840. Troisième rencontre, et ça a été la rencontre décisive, on m'avait demandé au fin des années 90 de faire un travail à partir des archives de François Mitterrand sur les années d'Yvette Roudy. Alors peut-être que ça rappellera aussi des choses aux auditeurs et auditrices. Yvette Roudy a été ministre des droits de la femme entre 1981 et 1990, après l'arrivée au pouvoir de la gauche, création de ce ministère qui a eu une politique assez volontariste. Dans les archives consultées, j'ai découvert ce qu'on peut appeler le mensuel du ministère des droits de la femme, qui s'appelait, c'était tout un programme, Citoyenne à part entière. Et dans cette collection du mensuel du ministère des droits de la femme, j'ai trouvé un numéro spécial consacré à Marguerite Thibert après sa mort, le numéro de février 1984, et en couverture de ce magazine mensuel, numéro spécial, il y avait cette photographie que vous voyez, photographie prise en 79, mais photographie aussi qui a été utilisée le 8 mars 1982. Vous savez peut-être que c'est le premier 8 mars officiel en France. La ministre des droits de la femme qui veut, dit-elle, déconditionner les hommes et les femmes sur ce qu'est une femme, organise notamment ce jour-là une grande exposition dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Et pourquoi là? Parce que c'est un lieu extrêmement fréquenté. Je crois qu'il y a 1 million de passagers par jour à peu près dans cette gare Saint-Lazare. Donc il y avait une exposition de 60 portraits de femmes féministes qui avaient aussi fait l'histoire de France. Et parmi ces portraits, il y avait celui-là avec cette photographie, celui de Marguerite Thibert. Le numéro racontait sa vie. Hein. Alors, après le travail que j'ai fait, il y avait quelques inexactitudes dans ce numéro, mais montrait une vie assez passionnante et assez curieuse, hein, pas du tout ordinaire pour une femme née à la fin du 19e siècle. J'ai donc décidé de me lancer dans cette biographie de Marguerite Thibert, dont vous voyez donc la couverture hein, sur la diapositive. Ah, vous voyez que le titre principal n'est pas Marguerite Thibert. Le titre principal, c'est Une traversée du siècle. Et pourquoi? Parce que ce que j'ai voulu faire, bien sûr, c'est rendre visible, c'est un peu le projet de l'histoire des femmes, rendre visible des parcours de femmes qui étaient restées inconnues, hein. Mais en même temps, j'ai voulu faire ce que j'ai appelé une biographie collective. Il y a un index dans cet ouvrage avec plus de 700 personnes, hein, toutes ceux et celles qu'elle a croisées, avec qui elle a travaillé, avec qui elle a correspondu, personnes aussi qu'elle a rencontrées dans différents pays du monde. Et j'ai voulu aussi écrire
c'est un peu un oxymore, hein, une biographie impersonnelle, c'est-à-dire non pas seulement Marguerite Thibert, mais comprendre à travers la trajectoire de cette femme, à travers le parcours de cette femme, comprendre de nombreux phénomènes historiques. Qui était bachelier à l'époque, qui soutenait des thèses, qui travaillait à l'Organisation internationale du travail, quelle était la politique de cette Organisation internationale du travail, quelles ont été les politiques de développement après la Seconde Guerre mondiale, quels ont été les engagements féministes, socialistes, pacifistes des uns et des autres. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une biographie à la fois collective et impersonnelle. Et j'ai pu bénéficier de très nombreuses sources publiques et également, et ça c'est très important pour écrire une biographie, des sources privées, les archives que cette femme avait conservées, qu'une de ses petites filles, inspectrice du travail, a conservées et a bien voulu que j'ai pu consulter. Hein. J'ai peu à peu gagné la confiance de la famille, hein, et notamment il y avait dans ces archives privées plus d'un millier de lettres et c'était absolument passionnant de les lire, de les transcrire et d'en tirer beaucoup de choses. Alors, qui est cette femme quand même maintenant dont je vous parle avec une certaine empathie, hein. Lorsqu'on écrit une biographie de femme, progressivement l'historien gagne une certaine empathie avec son personnage, avec toutefois, il sait qu'il doit faire attention, hein, de ne pas, que cette empathie n'ait pas de conséquences sur son écriture. L'historien travaille à partir de sources, d'archives qu'il confronte et à partir desquelles il essaie d'établir des éléments de vérité. Alors, qui est-elle? Première caractéristique, c'est une provinciale, elle est née à Chalon-sur-Saône, dans ce qu'on peut qualifier d'une moyenne bourgeoisie commerçante catholique. Son père était un grand quincaillier de la ville. Alors, important de connaître ses origines sociales parce que ce que je vais vous dire juste après, c'est que rien dans ses origines sociales, rien dans son milieu social ne l'a prédisposée à avoir ce parcours de vie relativement exceptionnel. Alors, ces deux photographies, hein, ce sont bien sûr les archives privées qui me les ont offertes. Hein. Je vous les montre pour bien vous montrer que c'est une femme née fin 19e siècle. Pour nous, maintenant, il y a plus de 130 ans. Hein. C'est les décors de la fin du 19e siècle, ce sont les codes de conduite de la fin du 19e siècle, c'est le vêtement de la fin du 19e siècle. Vous avez le jour des fiançailles, une coutume qui n'existe plus du tout, on offrait ce qu'on appelait une corbeille de fiançailles avec des fleurs. Et vous voyez que les deux futurs conjoints ne se tiennent pas par la main, maintiennent encore une certaine distance, hein, selon les mœurs du temps. Donc une femme née à la fin du 19e siècle et rien ne l'a prédisposée, hein, à avoir ce parcours. D'où ma diapositive suivante. Pardon, j'ai sauté une diapositive. Il faut souligner, même si ça peut paraître un peu étonnant à nos yeux d'aujourd'hui, que si cette femme, Marguerite Thibert, a eu ce parcours exceptionnel, c'est parce qu'elle a été veuve très précocement. Alors, elle s'est mariée en 1912, mais son mariage heureux, hein, mais ce mariage a été extrêmement bref, 3 ans. Ce n'est pas une veuve de guerre. Hein. Son mari n'a pas été au front parce qu'il avait déjà une santé extrêmement fragile et il est mort d'une maladie qui faisait des ravages à l'époque. Hein. Il est mort de tuberculose en 1915. Et là aussi, source privée venant de la famille, le livret de famille, hein, c'est assez fascinant de voir. Hein, Georges Thibert, mort en 1915, Marguerite Thibert, morte en 1982. Elle a eu une fille, hein, en 1913, elle ne s'est jamais remariée. Alors, certains historiens vous avez peut-être vu ça, entendu ça récemment, proposent de faire ce qu'ils appellent de l'histoire contrefactuelle, de se demander ce qu'il serait arrivé, par exemple, si Marguerite Thibert s'était remariée. On peut dire, je suis une historienne du XXe siècle, notamment des femmes du XXe siècle, si Marguerite Thibert s'était remariée à la fin des années 1910, elle n'aurait pas eu cette vie que je vais vous décrire, ce parcours exceptionnel dont j'ai listé quelques éléments, hein, sur cette diapositive. C'est effectivement une des femmes les plus diplômées de sa génération, hein, bachelière à 30 ans. Il y a très peu de personnes qui ont le baccalauréat à l'époque. Docteur ès lettres
à 40 ans, là aussi très très peu. C'est la 14e femme doctoresse lettres en France. Elle est aussi sur le plan des carrières professionnelles, une fonctionnaire internationale qui va atteindre un grade relativement élevé. C'est dans l'Organisation internationale du travail la seule femme chef de section. Ce sont des grades juste avant la direction en 1946. C'est enfin aussi, et c'est exceptionnel pour une femme née fin 19e siècle, une très grande voyageuse qui va être envoyée en mission pour son organisation entre 1947 et 1966. Et dans ce cadre, elle a côtoyé des personnalités du monde entier. Je vous en cite quelques-uns. Madame Roosevelt, la veuve du chinois Sun Yat-sen, Madame Golda Meir en Israël, etc. C'est aussi, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, une femme qui a été engagée sur 3 fronts. Elle est à la fois pacifiste, féministe et socialiste. Alors, quelques mots maintenant de sa carrière relativement exceptionnelle. Fonctionnaire international, c'est un nouveau métier au lendemain de la Première Guerre mondiale. Vous le savez, au lendemain de la Première Guerre, en 1919, naissent des traités de paix de la Grande Guerre, 2 organisations internationales, l'une qui n'existe plus, la Société des Nations, qui a été remplacée par l'Organisation des Nations Unies après 1945, l'autre qui existe toujours et dont le siège est toujours à Genève, l'Organisation internationale du travail. Le but de cette OIT, Organisation internationale du travail, est un but, une merveilleuse utopie, assurer une paix permanente fondée sur la justice sociale. Sa fonction, c'est toujours la même aujourd'hui, est de produire ce que j'appelle une fonction législative, de produire des normes internationales du travail que les États, s'ils la ratifient, doivent appliquer, même si la réalité est parfois plus compliquée. Deuxième fonction, une fonction scientifique. C'est une organisation qui fait beaucoup de recherches sur les questions de travail, qui a une large bibliothèque, des archives, etc. Et c'est aussi une organisation qui pratique l'assistance technique aux États qui la sollicitent pour mettre en place des programmes de formation professionnelle, des systèmes de sécurité sociale, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans l'organisation institutionnelle parce que c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à la fois un parlement, une conférence du travail annuelle et des structures exécutives dont l'administration de cette organisation qui s'appelle le Bureau international du travail. Et c'est là que travaillent les fonctionnaires internationaux de l'OIT, donc au Bureau international du travail à Genève. Juste pour souligner aussi, l'organisation est dite tripartite, c'est la seule dans ce cadre, dans le cadre de l'ONU aujourd'hui, c'est que dans toutes ces instances, il y a des représentants à la fois des États, des gouvernements, mais aussi des travailleurs et des employeurs. Seule façon, dit l'organisation, de produire des normes consensuelles, des normes sociales consensuelles. Cette administration du bureau de l'OIT, le Bureau international du travail, est à la fois féminisée et cosmopolite. Là, vous avez une photo de 1923. À l'époque, donc l'organisation est née en 1919. 1923, c'est encore les débuts. Il y a à peu près 150 fonctionnaires internationaux qui travaillent au Bureau international du travail. J'aime bien cette photo parce que vous voyez à la fois les costumes noirs, ce sont des hommes, et les costumes plus colorés, les robes ou les corsages blancs ou pâles, des femmes. C'est une administration beaucoup plus féminisée que ne sont à l'époque les administrations des États-nations qui font partie de l'OIT. Et c'est un milieu extrêmement cosmopolite. Le travail, ils sont nommés des fonctionnaires venant des différents États membres. Alors, effectivement, au début, beaucoup de Français et d'Anglais, parce que ce sont les 2 nations l'origine de l'OIT, mais aussi beaucoup d'autres des pays d'Europe, tchèques, lituaniennes, puis aussi d'autres pays du monde, Japon, Inde, etc. Donc une administration féminisée et cosmopolite qui est cependant hiérarchisée. Si les femmes sont nombreuses à y travailler, très souvent, elles sont aux postes les plus subalternes, ce que critiquent beaucoup
Marguerite Thibert, hein, qui, elle, va réussir à faire carrière et va défendre à la fois le travail des femmes dans le monde entier, mais aussi l'accès à des carrières intéressantes pour les femmes travaillant au sein de ce Bureau international du travail. Marguerite Thibert arrive au Bureau international du travail l'année où elle soutient sa thèse de doctorat, en 1926. Elle est veuve, elle a un enfant, elle doit travailler et elle veut travailler. Elle n'a pas beaucoup de choix. Une femme diplômée, doctoresse lettres en 1926, n'a pas beaucoup de choix de carrière. L'université est quasiment fermée aux femmes. On considère qu'une femme ne peut pas, n'a pas à être enseignante à l'université. Donc, cette carrière est bloquée. Elle aurait aimé aussi faire éventuellement du journalisme. Il commence à y avoir quelques femmes journalistes, mais c'est aussi assez bloqué. Elle a une occasion en 1926, son directeur de thèse lui propose de répondre à un poste vacataire, hein, pas encore de titulaire fonctionnaire, de vacataire au Bureau international du travail pour faire une étude sur la réglementation des migrations. Elle accepte faute de mieux, hein, et elle va petit à petit faire sa place à l'intérieur de l'institution, hein, être titularisée fonctionnaire 5 ans après avoir été recrutée, hein, et alors, dans les années 30, placée à la tête du petit service du travail des femmes et des enfants, hein, service cosmopolite et très féminisé. Là, c'est la photo qui a été agrafée, hein, sur son dossier personnel. Lorsqu'on arrive au BIT, l'administration vous ouvre un dossier personnel, hein, c'est la photo d'identité agrafée. Elle a 40 ans, 1886-1926. Cette photo m'intéresse aussi également, le vêtement bourgeois de l'époque, hein, le col de fourrure, mais aussi la coiffure est intéressante. Marguerite Thibert n'est pas une garçonne des années 20, hein. C'est une féministe, mais elle n'a pas du tout adhéré à cette modernisation de la chevelure, hein, des années 20, la coupe à la garçonne, cheveux courts, hein, comme par exemple l'actrice Louise Brooks, dont vous avez peut-être en tête la photographie. Elle a une coiffure très classique, hein, qui lui vient d'une femme née fin 19e siècle, hein, les cheveux longs et le chignon. Alors, que fait-elle dans ce service du travail des femmes et des enfants? C'est ce que j'ai mis à la fin de la diapositive, à la fois des fonctions de recherche, hein, rassembler la documentation internationale sur le travail des femmes, la trier, la synthétiser, la traduire, la faire traduire parfois. Elle participe aussi à la production de normes internationales sur la question du travail des femmes. Et une de ses tâches est aussi d'être en relation, hein, avec les organisations de femmes, organisations syndicales, mais aussi organisations féministes dans les différents pays du monde. C'est beaucoup de travail parce que ce service, il y a entre 4 et 6 personnes selon les années. Marguerite Thibert, dans ses lettres familiales, se plaint toujours d'un véritable surmenage. Elle aime beaucoup son travail, mais il est très, très prenant, hein, et beaucoup d'ailleurs de ces femmes travaillant au BIT sont parfois en maladie, tellement on leur demande de choses, qui est un peu contradictoire pour une organisation qui doit produire des normes internationales du travail. Mais c'est le manque de... Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3000 personnes au BIT. Hein. Dans les années 30, il y en a, tout à l'heure, je vous disais 150 environ. Dans les années 30, il y a à peu près 400 personnes qui travaillent au Bureau international du travail. Aujourd'hui, à peu près 3000. Marguerite Thibert est aussi ce que j'appelle une fémocrate. Alors, c'est un terme que peut-être vous ne connaissez pas, qui a été forgé, je crois, par des Australiennes dans les années 90. Quand on parle de crate, démocratie, aristocratie, c'est la notion de pouvoir. Une fémocrate, c'est une féministe qui travaille dans les institutions et peut justement avoir une action féministe dans la mesure où elle connaît bien le fonctionnement de l'institution dans laquelle elle travaille. Et ce terme convient tout à fait à Marguerite Thibert.
Elle est à la fois, c'est une féministe et une socialiste à l'intérieur de l'Organisation internationale du travail. Elle y est là parce qu'elle défend des valeurs socialistes et des valeurs féministes et elle essaie de les faire appliquer. Alors, je dois quand même vous expliquer quelle est la position de l'organisation sur les questions de travail des femmes dans les années 20 et 30. Parce que ces questions sont l'objet d'un débat, y compris à l'intérieur des organisations de femmes. Marguerite Thibert et son organisation sont bien sûr extrêmement favorables au travail des femmes et font tout pour s'opposer à toute restriction du travail des femmes, notamment dans les années 30. Vous avez vu l'article, elle va aussi, à certains moments, rassembler, essayer d'organiser des manifestations à Genève contre toutes les formes de restriction du travail des femmes. Par contre, autre question que pose le travail des femmes, et c'est une question qui a été tranchée aujourd'hui, mais qui peut encore partager nos concitoyens et nos concitoyennes, faut-il protéger spécifiquement les travailleuses ou faut-il que les lois sociales s'appliquent de façon indifférenciée aux hommes et aux femmes? Dans les années 20 et 30, l'OIT est favorable à une protection spécifique, par exemple, en plus de la maternité, interdiction du travail de nuit des femmes, interdiction du travail des femmes aux travaux insalubres, etc. etc. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes ces protections spécifiques ont disparu au nom de l'égalité professionnelle. Alors, pourquoi les féministes sont-elles divisées sur cette question? Parce que certes, les syndicats d'ouvrières réclament à l'époque la protection spécifique, tellement les conditions de travail qui ne sont pas celles d'aujourd'hui sont difficiles. Mais certaines féministes disent, si on protège spécifiquement les femmes, on leur interdit d'accéder à certains métiers, notamment aux plus qualifiés. Par exemple, des associations de femmes ingénieurs, dans les années 30, ont protesté contre cette norme d'interdiction du travail de nuit en disant, on ne nous embauche pas, puisqu'on n'a pas le droit de travailler la nuit. Elle est fémocrate au service de l'OIT parce que, comme je le disais juste avant, elle défend le travail des femmes et surtout, elle tente d'en promouvoir ce qu'elle appelle une approche économico-sociale. Pourquoi les femmes doivent-elles travailler? Quelle est leur place dans la société? Et pas seulement une approche hygiéniste, c'est-à-dire protéger la santé des femmes. Et quand on dit protéger la santé des femmes, à l'époque, ça veut dire protéger sa capacité reproductrice, sa capacité à faire des enfants. Donc elle va réussir dans les années 30 à contrer ce qu'elle appelle une offensive réactionnaire lors de la discussion sur le chômage des jeunes à la Conférence internationale du travail de 1935. Certains États disaient, bah oui, il faudrait interdire que les jeunes filles se lancent dans des professions puisqu'il faut laisser le travail aux jeunes gens. Elle va et certains avaient fait signer des pétitions, notamment les syndicats chrétiens, avaient fait signer des pétitions pour réserver le travail aux jeunes travailleurs. Marguerite Thibert réussit à mettre en place une contre-pétition en disant que les jeunes filles ont également droit au travail et une contre-manifestation. Fémocrate au service de l'OIT, elle l'est aussi en 1934 lorsque, à la suite de certaines demandes, on révise la Convention sur l'interdiction du travail de nuit. Marguerite Thibert considère que cette interdiction est très très bien pour les ouvrières, qui le demandent d'ailleurs, mais que effectivement, elle est gênante pour les femmes qui sont dans des métiers qualifiés. Et la révision de la Constitution crée des exceptions à l'interdiction pour ceux qui ont des postes qualifiés. Alors, ces deux photos, l'une à droite, ça vous permet de voir un petit peu comment travaillait l'Organisation internationale du travail. Il y a une conférence annuelle et comme à l'Assemblée nationale, dans ce Parlement, il y a aussi des commissions qui préparent les débats en Assemblée plénière. Il y avait une commission de travail de nuit des femmes. Vous voyez, il y a des hommes, des femmes. Il y en a un qui a l'air d'être japonais. Marguerite Thibert est la personne qui est debout derrière le bureau, là, entre les deux assesseurs. Et si on regarde en détail, on peut reconnaître
les trois femmes qui sont à côté d'elle, on les trouve aussi sur la photo de gauche. Pour tous les mouvements féministes de l'époque, le nombre de femmes déléguées à la Conférence internationale du travail chaque année est un véritable enjeu. On est encore dans un monde extrêmement, le pouvoir est masculin, hein. Les États ont tendance à envoyer des hommes, les syndicats envoient des hommes, les employeurs envoient des hommes. Et donc les mouvements féministes militent beaucoup pour qu'il y ait plus de femmes à ce Parlement de l'OIT. Cette année 1934, il y a 15 femmes déléguées à la conférence. Elles n'y sont pas toutes. Et Marguerite Thibert s'est fait photographier à côté de ces 13 des 15 femmes. C'est celle qui est complètement à gauche, là, dans sa robe très pâle, hein, sans chapeau. Alors, ce sont des femmes du monde entier. Moi, à force de côtoyer, et de voir les noms à la fois dans les archives, d'essayer de repérer sur les photos. Vous avez une Norvégienne, sur le premier rang, vous avez une Anglaise, une Indienne, une Yougoslave. Derrière, oui, c'est la Norvégienne et aussi la Suédoise. Bon, je trouve que c'est une très très belle photo, habit d'époque et volonté d'affirmer. Et ces photos se retrouvent dans les journaux féministes de l'époque, dans les journaux féministes du monde entier, où les organisations disent il y a eu cette année 15 femmes déléguées à la Conférence internationale du travail. Marguerite Thibert est enfin fémocrate parce qu'elle est ce que j'ai appelé à la tête de réseaux féminins enchevêtrés. D'abord, par son travail, elle a des contacts avec les organisations syndicales du monde entier, avec les organisations féminines du monde entier. Elle rencontre chaque année lors de la conférence internationale du travail et lors de l'Assemblée de la Société des Nations des femmes qui sont déléguées. Et cet enchevêtrement des réseaux à la tête desquels on peut dire qu'elle se trouve, hein, va lui permettre d'avoir des actions extrêmement courageuses et militantes à la fin des années 30, lors de la montée du nazisme, notamment toutes des femmes qu'elle a rencontrées lors des conférences du travail, lors des assemblées de la Société des Nations, avec lesquelles elle a correspondu pour son travail à l'OIT. Elle va aider plusieurs femmes juives qui sont en butte au nazisme en Allemagne ou en Autriche. Elle en a aidé soit financièrement, soit lorsqu'elles avaient pu quitter le pays, leur trouver du travail. Et elle a aussi réussi au moins à sauver une femme qui est une ex-députée social-démocrate des Sudètes, qui est la région qu'envahit Hitler en novembre à l'automne 1938. Elle s'appelle Fanny Blackley. Elle est à la fois socialiste, social-démocrate et juive, donc doublement pourchassée par les nazis. Elle réussit à l'exfiltrer de Tchécoslovaquie la veille de l'entrée des troupes allemandes à Prague en mars 1939. Et cette femme, après, va vivre à Londres jusqu'à sa mort en 1949. Donc on pourrait la qualifier de juste, au moins pour avoir sauvé cette femme. Et elle n'a pu le faire aussi parce qu'elle a des réseaux militants et des réseaux professionnels. Et c'est de faire agir plusieurs personnes qui gravitent autour de la Société des Nations et de l'OIT, mais c'est finalement le réseau des sociodémocrates qui va permettre cette exfiltration. Que se passe-t-il pendant la guerre? Pendant la guerre, la Suisse, qui abritait donc l'Organisation internationale du travail, a très peur d'être envahie par les nazis, par l'Allemagne nazie, et demande aux organismes internationaux de quitter le territoire. Donc l'OIT va se retrouver à Montréal, c'est le pays qui a accueilli l'OIT pendant la guerre, l'OIT-BIT pendant la guerre. Alors là aussi, il y a un aspect intéressant. Toute biographie, lorsqu'on écrit une biographie de femme, on est très souvent obligé d'articuler à la fois le privé et le public. Une biographie d'homme, très souvent, on ne parle que d'aspect public. Il a eu telle fonction politique, il a exercé tel métier, etc. On peut dire qu'il a été marié, qu'il a eu X enfants,
Pour une femme, on est très souvent obligé d'aller plus loin parce que pour une femme, l'articulation vie privée, vie publique, vie professionnelle, vie militante est extrêmement importante. Marguerite Thibert, lorsque l'OIT doit s'exiler au Canada, il a beaucoup moins d'argent puisque les États qui font la guerre, les États qui étaient en crise, donnaient moins de subventions à l'OIT. Donc l'OIT ne peut pas partir avec le BIT ne peut pas partir avec ses 400 fonctionnaires. Il choisit ceux qui lui paraissent le plus à même de remplir une fonction importante pendant la guerre. Marguerite Thibert, à la tête donc de son service du travail des femmes et des enfants, est choisie comme devant partir avec la quarantaine, 40 seulement sur les 400 fonctionnaires devant partir à Montréal. Mais articulation vie privée, la fille de Marguerite Thibert qui habite en France, attend son deuxième enfant et le premier accouchement s'est très très mal passé. Marguerite Thibert voudrait être aux côtés de sa fille pour ce deuxième accouchement. Elle demande à surseoir à son départ jusqu'à l'automne. Le départ se fait à partir d'août, elle demande quelques mois, 2 mois de délai avant de partir, ce qui lui est sur le moment accordé. Mais lorsque, après l'accouchement de sa fille, elle demande à rejoindre le BIT, on lui dit il n'y a plus d'argent, on ne peut pas vous faire venir, ce qui est absolument dramatique pour elle. L'OIT, c'est sa vie. Elle sait qu'elle peut apporter beaucoup, qu'elle a de nombreuses relations, qu'elle a de nombreuses compétences. Là, un petit peu, ce qui s'est passé, c'est un petit peu le retour de son engagement auprès des réseaux féminins. Les organisations féminines, diverses organisations féminines internationales et de divers pays vont se mobiliser pour faire pression auprès du directeur du Bureau international du travail pour réembaucher Marguerite Thibert en disant on a besoin de sa compétence, les questions de travail des femmes pendant la guerre sont extrêmement importantes. Cela va mettre quand même un certain temps, elle sera réembauchée en mi-42, elle arrive donc à Montréal, où elle va poursuivre sa tâche, là aussi toujours extrêmement une tâche de surmenage, puisque les effectifs sont très très faibles pendant cet exil à Montréal. Elle réfléchit beaucoup à pérenniser les acquis professionnels des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et à promouvoir dès lors une politique antidiscriminatoire. Et elle va surtout être extrêmement utile à l'organisation qu'elle connaît bien, puisqu'elle y est depuis 1926, pour défendre les compétences de l'OIT dans le nouveau paysage des Nations Unies. Lorsque les Nations Unies sont créées en 1945, certains fondateurs des Nations Unies pensaient bien que l'OIT, c'était aussi une organisation ancienne comme la Société des Nations et qu'elle pouvait disparaître au profit d'une nouvelle organisation. L'OIT s'est défendue et s'est appuyée sur ses fonctionnaires les plus aguerris pour défendre ses compétences dans ce nouveau paysage international. Alors, la photo est intéressante. Vous avez, c'est une photo prise lors d'une conférence internationale du travail qui s'est déroulée pendant la guerre à Philadelphie, où justement l'OIT réaffirme ses valeurs et réaffirme sa politique pour le monde d'après-guerre, notamment une politique de plus en plus égalitaire, y compris sur la question du travail des femmes, du travail des hommes. Marguerite Thibert, c'est celle qui est à droite, désormais elle se fait souvent, toujours les cheveux longs, une tresse autour de la tête. Elle est à côté d'autres qui sont, le monsieur c'est un fonctionnaire international du BIT, les deux autres sont des délégués à cette conférence. Celle au plus petit chapeau à côté de Marguerite Thibert, je la connais bien, c'est Berta Lutz, c'est une militante féministe brésilienne qui est aussi docteur en médecine à l'époque. Quelle sera la tâche de Marguerite Thibert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Petite remarque, là aussi, le BIT a quand même une politique sociale envers son personnel. En principe, l'OIT-BIT accorde
la retraite aux fonctionnaires internationaux à 60 ans. Donc, Marguerite Thibert est née en 1886. Elle peut être à la retraite en 1946. Mais elle ne le souhaite pas. En fait. Elle aime beaucoup son travail. Elle veut continuer à travailler. De l'autre, l'organisation a besoin, comme je vous disais, de ses compétences et de sa très très bonne connaissance de l'institution. Donc en fait, déjà, elle va reculer d'un an, ce qui se faisait assez fréquemment. Donc elle n'est à la retraite du BIT qu'en 1947 et de surcroît, elle va être ensuite réembauchée sur des contrats temporaires et ceci jusqu'à l'âge de 80 ans, jusqu'en 1966. Elle ne l'est pas de façon continue entre 47 et 66, mais elle l'est quand même en général plusieurs mois par an. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'abord, au lendemain de la guerre, de préparer les conférences régionales. Dans l'entre-deux-guerres, l'OIT n'a que des conférences internationales qui se tiennent à Genève. Après la guerre, l'organisation se dit qu'elle doit organiser aussi des conférences asiatiques, des conférences africaines, etc. Donc, on appelle des conférences régionales. Et Marguerite Thibert, qui connaît bien l'institution, donc, est missionnée pour préparer la première conférence asiatique régionale en 1947. Donc, elle va en Chine. La Chine est à l'époque en pleine guerre civile entre les communistes et Chiang Kai-shek. Marguerite Thibert fait des rapports, raconte cela, elle dit qu'elle essaie de rencontrer à la fois les communistes et les nationalistes. Elle est aussi envoyée une nouvelle fois en 1948 en mission exploratoire pour mettre sur pied des programmes de formation professionnelle. Et c'est à cette occasion qu'elle reçoit ce courrier. J'ai trouvé magnifique cette enveloppe trouvée dans ses archives privées. Vous voyez, son M. Thibert, hein, Marguerite Thibert. Le reste, c'est du chinois. À l'intérieur, heureusement pour moi, il y avait un document d'un côté en chinois, de l'autre côté en anglais. Hein, et c'était une invitation à venir visiter dans le cadre d'essayer de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle, venir visiter une école de formation professionnelle à Shanghai. Donc, elle va effectuer, elle va aussi, au lendemain de la guerre, au Moyen-Orient, là aussi des pays en guerre civile, hein, avec la création de l'État d'Israël. Elle va, oui, donc, également en Amérique latine à l'époque. Et pour cela, information que j'avais aussi fait un petit peu d'enquête orale, ce qu'on appelle l'enquête orale, c'est essayer d'interviewer des acteurs de l'époque qui ont rencontré le personnage biographié. J'avais rencontré plusieurs fois Yvette Roudy, donc la ministre. J'avais aussi rencontré, par exemple, Évelyne Sulro. Évelyne Sulro, que vous connaissez peut-être, qui est décédée, je crois, en 2017, qui était une sociologue, militante aussi du planning familial, féministe, etc. Sociologue du travail féminin, et qui avait participé à des activités militantes avec Marguerite Thibert. Et lors d'un congrès militant, Marguerite Thibert avait raconté à Évelyne Sulro que pour aller dans ces missions un peu périlleuses, quand même, dans différents pays du monde, notamment des pays en guerre civile, hein, elle s'était formée à un sport de combat. Sport de combat que je ne connaissais pas, hein, je le connais maintenant. Ça s'appelait la savate. Donc, notamment des coups de jambe, si j'ai bien compris ce qu'était ce sport. Donc une femme qui n'avait pas froid aux yeux, qui a peu à peu aussi appris, c'était très intéressant dans les correspondances avec ses amies militantes et avec sa famille, à faire très attention aussi à ce qu'elle mangeait et ce qu'elle buvait dans les différents pays de mission. La première mission, elle est revenue malade avec une hépatite. Elle est revenue en bateau, ça a duré très très longtemps. Elle a dit à des personnes qui l'interrogeaient que ça n'avait pas été particulièrement agréable. Elle va remplir des missions jusqu'en 1966, hein, notamment dans les années 60. Là, vous avez son passeport diplomatique de 1963, hein, et elle fait partie de ce qu'on appelle les rares expertes femmes de l'assistance technique au développement, hein, qui est un métier d'homme. Hein. L'OIT recrute surtout des hommes pour être experts, hommes qui n'envoient en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Marguerite Thibert fait partie en 1967 seulement 2,5% de femmes, hein, parmi ces experts.
il leur faut des passeports diplomatiques. Vous avez une photo, je pense, des années 60. Enfin, dernier rapport qu'elle rédige, hein, dans les jeunes États donc, issus de la décolonisation, hein, elle va tenter de mettre en place ce qu'elle appelle de vraies formations professionnelles pour les jeunes filles. Elle est notamment envoyée en Afrique du Nord, hein, en Tunisie et en Algérie en 65, 64, 65, 66. Sa dernière mission étant en Algérie, hein, pour mettre en place des formations professionnelles de jeunes filles. Et ce qu'elle dit à la fois aux gouvernements locaux, qu'elle trouve très souvent conservateurs. Sauf elle avait pas mal en Tunisie, elle était assez proche, hein, du président tunisien en disant c'est lui qui a fait le plus, hein, pour les femmes des pays, pour libérer les femmes des pays musulmans. Par contre, elle trouvait que Boumedienne en Algérie était extrêmement conservateur et usait mal de l'islam pour laisser cantonner les femmes, hein, au foyer notamment. Alors, ce qu'elle appelle des vraies formations, les experts hommes, très souvent, elle discute aussi avec les experts hommes de l'OIT qui disent on va proposer aux filles de tisser des tapis, d'être domestiques. Marguerite Thibert dit ce ne sont pas de vraies formations, hein. Je voudrais que les filles aient de vrais métiers, par exemple, au moins employées de bureau, employées de magasin, et les premières aussi mécaniciennes, etc., etc. Elle ne gagne pas toujours, hein, mais au moins elle rédige des rapports en ce sens. Donc la dernière photo, elle a 80 ans, hein, 1966. Alors, quelques mots maintenant, après cette carrière qui n'est pas banale et qui a duré au-delà des années de retraite, hein, des anciens de l'OIT l'ont qualifiée de grande dame du Bureau international du travail. Quelques mots de ses engagements militants. Alors, je vais laisser de côté le pacifisme, vous me poserez des questions, je vais le côté ensuite, pour vous dire quelques mots de l'engagement socialiste et féministe. Ce sont des engagements qui ont duré toute la vie, quasiment des années 20 à sa mort en 1882, mais ce qui était intéressant aussi pour l'historienne que je suis, c'était de bien montrer que ces ismes-là, féminisme, socialisme, pacifiste, n'ont pas exactement le même sens tout au long de ces 60 décennies et ne recouvrent pas non plus les mêmes organisations. Dans les années 20, elle est à la SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière, le parti de Jean Jaurès, et elle est très jaurétienne. Vous savez que Jean Jaurès, assassiné en août 14, fin juillet 14, alors qu'il tentait de trouver des médiations pour empêcher la Première Guerre, qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Donc elle est très jaurétienne, c'est un socialisme réformiste, très humaniste, et porté par la SFIO. Dans les débats internes à la SFIO dans les années 30, elle va la quitter et être un temps membre du Parti socialiste de France, Union Jean Jaurès, sans doute aussi parce qu'il y a le terme Union Jean Jaurès, qui voulait être plus efficace, qui acceptait la réforme, mais elle le quitte très, très rapidement parce que ce parti va virer, notamment Marcel Déat, vous savez qu'il est devenu collaborateur pendant la période de Vichy. Donc elle n'y reste qu'un an. Et elle ne réadhérera à des organisations socialistes qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle soutiendra très fortement le Front populaire, les candidats du Front populaire. Elle est féministe aussi depuis les années 20. Ce qui est intéressant, elle a une définition très large du féminisme. Voici celle qu'elle donne dans sa thèse. Pour elle, le féminisme, c'est toute manifestation tendant à élargir le champ d'action des femmes. Elle ne supporte pas qu'on dise une femme n'a pas le droit de faire ceci, ne peut pas exercer tel et tel métier. Toute manifestation tendant à élargir le champ d'action des femmes. Et c'est vrai que pendant une grande partie du XXe siècle, les organisations féministes ont eu cette tâche militante à élargir le champ d'action des femmes, accéder à telle formation, accéder à tel métier, accéder à la vie politique, accéder au droit de vote, accéder
à l'élection, etc. Alors, ce faisant, donc, elle est à la fois suffragiste, dans les années 20, les Françaises, à la différence des Britanniques, des Allemandes, des Autrichiennes, des Hongroises, ne peuvent pas voter, donc elle est à l'Union française pour le suffrage des femmes. Elle est hostile, je ne sais plus ce que j'ai mis, je ne vois pas mon... pardon. Je retourne à la vote. Donc elle est suffragiste, elle promeut aussi ce que j'ai appelé, moi, un féminisme d'expertise. Et là, elle s'est parfois heurtée à d'autres militantes. Pour Marguerite Thibert, qui a voulu faire des études jusqu'à la thèse de doctorat, hein, très peu de femmes le faisaient à l'époque, le militantisme doit s'appuyer sur la connaissance. Et donc, elle reproche à certaines militantes d'être seulement des bonnes parleuses, mais de ne pas avoir la connaissance qui permet d'avoir l'action la plus efficace possible. C'est un débat aussi, féministe d'expertise, féminisme dans les institutions ou féminisme hors des institutions. Après 1945, elle est toujours une militante socialiste et féministe. Elle va retrouver la mouvance socialiste d'abord à travers une organisation féminine qui reste très très mal connue aujourd'hui, qui s'appelle le Mouvement démocratique féminin, qui naît dans les années 60. C'est un laboratoire féminin de la gauche non communiste. Des femmes non communistes qui veulent changer le monde se réunissent, fondent ce mouvement démocratique féminin. Et parmi ces femmes, il y a notamment Yvette Roudy, qui allait devenir ministre des droits de la femme en 1981 et 1986. C'est là qu'Yvette Roudy rencontre Marguerite Thibert, et dans les interviews qu'elle m'a accordées, hein, elle m'a répété plusieurs fois, Marguerite Thibert nous a toutes formées notamment sur les questions du travail des femmes. Qu'est-ce que le travail des femmes? Que faut-il revendiquer? Que faut-il organiser pour qu'il y ait une véritable égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Et Yvette Roudy, lorsqu'elle a été ministre, a notamment voulu promouvoir en 1983 une loi d'égalité professionnelle. Malheureusement, qui a été peu prise en charge par les syndicats, qui a eu quelques effets, mais pas tous les effets qu'elle imaginait. Ce mouvement démocratique féminin va adhérer à la Convention des institutions républicaines, puis à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui est la mouvance de François Mitterrand. Donc, à partir des années 60, pas directement, elle n'est pas dans le staff de François Mitterrand, mais elle est tout de même relativement proche. On peut dire que Marguerite Thibert accompagne l'ascension politique de François Mitterrand jusqu'à la victoire qu'elle a souhaitée en 1981. On peut dire qu'elle est, comme Yvette Roudy, une féministe dans la mouvance socialiste. Ainsi, alors, la photo est très... Regardez cette photo, elle n'est pas bonne, c'était sur un tract, hein, donc la trame, c'est la trame de papier journal. Mais pourquoi cette photo m'intéresse? Parce que c'est une photo prise lors de la première convention nationale sur le droit des femmes, organisée par le Parti socialiste, un nouveau Parti socialiste né en 69-71, hein, et que dirige François Mitterrand. Il y a eu des contestations internes, hein, à l'intérieur de ce Parti socialiste. Des militantes ont protesté contre le fait que le parti ne prenait pas assez en charge les questions de femmes et ne permettait pas assez à ses militantes d'avoir des fonctions dirigeantes dans le parti. Toutes ces contestations internes aboutissent à la première convention nationale sur le droit des femmes, le 15 janvier 1978. Et j'ai une photo prise lors de cette convention. Ce que je trouve, Marguerite Thibert est au premier plan, la vieille dame aux cheveux blancs, au premier plan, toujours, semble-t-il, avec sa tresse autour des cheveux, ses lunettes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est le regard des deux jeunes femmes derrière, notamment la jeune femme aux cheveux noirs, qui a l'air de s'étonner de la présence de cette vieille dame. Elle a là 92 ans, hein, de cette vieille dame dans cette assemblée qui semble relativement jeune. Et Marguerite Thibert, les archives que j'ai pu consulter ont montré qu'elle a été extrêmement présente dans cette convention. Elle a proposé des motions, elle a proposé des amendements à des motions, etc. Alors, pourquoi Marguerite Thibert a-t-elle formé toutes ces militantes comme Yvette Roudy? Parce que
Marguerite Thibert développe de plus en plus une vision d'ensemble de la question du travail des femmes. Il ne suffit pas, dit-elle, de demander à travail égal, salaire égal. La première loi en France, c'est 1972, et vous savez que ce n'est pas encore appliqué. Dit-elle, il faut envisager tout ce qui gravite autour du travail des femmes, de la question de l'égalité professionnelle. Ça commence, dit-elle, dans l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'orientation scolaire, le partage des tâches familiales à l'intérieur des couples. Ça commence aussi par une nouvelle attitude des employeurs, le fait que dans les têtes des individus, qu'ils soient politiques, employeurs et individus, hommes et femmes, il n'y a plus l'idée que ça c'est un métier de femme, ça c'est un métier d'homme, et tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup, etc. Donc, elle arrive à avoir une vision d'ensemble des questions d'égalité professionnelle. Parallèlement, elle essaie de faire entendre cela dans différentes structures, à la fois au sein du Parti socialiste, dont elle est membre, dans lequel elle milite, mais aussi dans une structure consultative qui a été créée par le gouvernement dans les années 60, au moment où on a besoin du travail des femmes pour la croissance, le comité du travail féminin. Et elle essaie donc de faire obtenir des lois, notamment elle a eu un rôle pour les lois, lors du vote de la loi pour l'égalité professionnelle, pour mieux prendre en compte les femmes dans cette égalité professionnelle, dans cette formation professionnelle. Elle a beaucoup influencé la politique d'Yvette Roudy en matière d'égalité professionnelle. La différence intéressante, pour Marguerite Thibert, qu'est-ce qu'une femme émancipée? C'est une femme qui travaille. Ou dit autrement, le travail est la clé de l'émancipation des femmes et le premier des droits à obtenir. Travail, si possible, travail à tous les niveaux avec de véritables carrières. Pour Marguerite Thibert, même aliénant, le travail procure l'indépendance économique et sans indépendance économique, pas de libération des femmes. Donc elle a eu un petit peu de mal à comprendre ce qu'on appelle, nous, historiennes, le féminisme de la deuxième vague qui surgit dans les années 70 et qui se mobilise notamment autour des questions de droits sexuels, comme le montre la photographie, contraception et avortement, libre et gratuit. Elle a discuté avec ces femmes, elle a plus de 80 ans, elle discute avec les féministes nouvelle génération. Elle n'est pas toujours d'accord, mais en même temps, elle était très favorable à la contraception, puisqu'elle disait si une femme qui fait beaucoup d'enfants ne peut pas travailler, ne peut pas avoir une carrière, etc. Parmi les dernières diapositives que je vous montre, celle-ci, je l'ai appelée la consécration d'une vie. Alors, que montre cette photo? On est à Genève. On est à Genève dans les locaux du Bureau international du travail, le 2 juin 82. Souvenez-vous, François Mitterrand, donc c'est l'alternance socialiste, après des décennies de régime gaulliste de droite. François Mitterrand accède au pouvoir mai-juin 1981. Il ne peut pas encore être invité. Ça se prépare longtemps d'avance, une conférence internationale. L'année suivante, en juin 82, les conférences de travail, c'est toujours en juin. Il est invité à faire un discours à la conférence internationale du travail et il est invité à une réception au BIT parce que le directeur du Bureau international du travail à l'époque est de nouveau un Français. Le premier directeur, c'était un Français, Albert Thomas. On a pas mal de noms de rue Albert Thomas dans nos villes. Le second Français, c'est Francis Blanchard, à la fin des années 70, début des années 80. Donc, François Mitterrand invité, et Marguerite Thibert est également invitée à venir écouter François Mitterrand à la conférence internationale du travail et à la réception. Bon, c'est une Marguerite Thibert qui est malade depuis quelques mois. Vous voyez là, elle est extrêmement maigre. Mais on a, alors là aussi, les archives, c'est assez curieux, mais les historiens trouvent qu'il y a au moins 2 cm d'archives sur comment inviter Marguerite Thibert et comment organiser son assistance médicale si nécessaire. Mais on voulait véritablement l'inviter parce que
c'est considéré comme une grande dame du BIT. Elle a beaucoup œuvré pour cette organisation. C'est une Française, le directeur est français, et on invite François Mitterrand, dont elle a voulu l'ascension, dont elle a facilité l'ascension politique. Donc Marguerite Thibert, poignée de main assez émouvante avec François Mitterrand, que vous voyez de dos, et vous voyez 3 femmes. Celle qui prend soin de Marguerite Thibert derrière, c'est Madame Blanchard, donc la femme du directeur du BIT, et les 2 autres, vous les reconnaissez peut-être, hein. C'est Yvette Roudy, qui est venue aussi à Genève, hein. Et à côté d'Yvette Roudy, c'est Jeannette Lahaute, qui est conseillère pour les affaires sociales à l'Élysée, mais qui est aussi une ancienne leader de la CFDT, qui avait beaucoup œuvré pour le travail des femmes au sein de la CFDT et pour l'accès des femmes à des fonctions de direction à l'intérieur de la CFDT. Et puis, quelques mots pour finir tout de même, c'est assez marquant, hein. Marguerite Thibert a organisé en quelque sorte sa mort, hein, et on peut dire que sa mort est conforme à sa vie, à la fois militante et fidèle à des idéaux. Marguerite Thibert a souhaité et a dit à sa famille être incinérée. À l'époque, aujourd'hui c'est extrêmement fréquent. À l'époque, seul 1,5% des morts sont enterrés. Donc c'est un choix. C'est un choix. Marguerite Thibert, qui avait été née dans une famille très catholique, était progressivement devenue athée. C'est un choix d'athée à l'époque. D'autre part, elle a eu donc une grande cérémonie au Père-Lachaise, en présence de nombreuses personnalités. François Mitterrand envoie une corbeille de fleurs. Yvette Roudy est présente. Beaucoup de militants et militantes sont présents. Et elle a souhaité aussi, deuxième choix qu'elle a exprimé vis-à-vis de sa famille, que ses cendres soient dispersées dans le lac Léman. Et pourquoi le lac Léman? Parce que c'est la Genève internationale, dans laquelle elle avait beaucoup aimé vivre et aimé travailler et militer. Enfin, je m'arrêterai ensuite, quelques mots de l'après-biographie. Alors, c'est toujours extrêmement agréable pour un historien ou une historienne de voir que sa biographie peut avoir des effets. Marguerite Thibert, depuis ma biographie, est apparue dans 2 dictionnaires biographiques, hein. Le dictionnaire des féministes, paru, je crois, en 2018 ou 2019, et dans un autre dictionnaire universel des créatrices. Donc, elle est d'autres moyens de la connaître, hein, ces notices dans 2 nouveaux dictionnaires. Et puis, autre chose aussi intéressante, j'espère qu'elle aura d'autres noms de rues en France dans les années ou décennies à venir. En tout cas, elle va sans doute en avoir une à Genève, une association qui s'appelle Sans Elle, hein, une association en lien avec les historiennes de l'Université de Genève, ont mis en place ce projet pour essayer de féminiser les noms de rue de Genève. Comme toutes les villes françaises, c'est la même chose, hein. Il y a quelques pourcents de noms de femmes parmi l'ensemble des noms de rue. Et là, vous voyez, cette association a fait imprimer des plaques rose-violet au nom de 100 femmes, et Marguerite Thibert est l'une d'elles, et l'a placardée sous la rue de Vermont. Vous avez la rue Marguerite Thibert, en espérant que la ville de Genève va féminiser à la fois le nom des nouvelles rues et peut-être débaptiser des noms qui sont des noms comme rue de Vermont, c'est un lieu, donc c'est possible de débaptiser. C'est plus difficile de débaptiser les noms de personnes, mais les noms de lieux peuvent l'être relativement facilement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Merci Madame Thébault. Non, c'était un exposé passionnant et passionné, qui ont vraiment le destin, enfin le parcours d'une femme hors norme, si je puis dire, exceptionnelle, et qui, à la limite, même elle est précurseur, parce que quand on voit quand même sa thèse, donc elle a fait une thèse, comme vous disiez tout à l'heure, le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850, à l'époque où elle l'a fait, c'était quand même précurseur de faire une thèse sur le féminisme. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'elle est précurseur. Alors moi, j'ai la première question qui me venait, vous avez déjà répondu à pas mal de questions que j'avais. Donc elle est connue et méconnue, en fait, elle est connue de certaines classes,
classe sociale, enfin classe politique, mais elle est méconnue, ou alors elle est, comme beaucoup, passée aux oubliettes pour le grand public. Comment oui, est-ce tout à fait. que vous expliquez cela? Parce que c'est vrai que bon, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, quoi, qui sont passés aux oubliettes, je puis dire. Oui, alors pourquoi? En fait, parce que, bon, peut-être d'une part parce que la majorité de sa vie, c'est à Genève. Après sa retraite dans les années 50, elle revient s'installer à Paris. Hein. Donc, oui, Genève a réagi pour lui donner un nom de rue avant d'autres villes. Parce que d'une part, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les oubliettes de l'histoire, sauf si les historiens leur redonnent vie, en quelque sorte. Hein. Bon, dans la mémoire socialiste, elle existe chez certains, mais pas chez les plus jeunes. Là aussi, dans les générations militantes, il y a une perte de mémoire importante, sauf si la génération ancienne transmet. Yvette Roudy avait une grande volonté de transmettre, notamment par exemple quand elle a fait. Yvette Roudy considérait que les travaux des historiennes des femmes étaient très très importants pour faire bouger les têtes, faire bouger les mentalités dans la réalité du temps présent. Il considérait que l'histoire des femmes avait une fonction sociale, en quelque sorte, une fonction citoyenne, qui était de déconditionner, disait-elle, les hommes et les femmes, et de favoriser, en quelque sorte, l'égalité. Et Yvette Roudy avait demandé à une militante socialiste, et ça a aussi été une de mes sources extrêmement intéressantes, avait demandé à une militante socialiste d'interviewer pendant une dizaine d'heures Marguerite Thibert à la fin des années 70. Donc on a aussi des cassettes, on a sa voix, lui faire raconter sa vie. Oui, vous avez des sacrées archives. Ah oui, j'ai de sacrées archives. C'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps parce que les archives aussi au Bureau international du travail sont absolument innombrables. Alors, juste peut-être une remarque pour finir votre question parce que c'est intéressant. Pourquoi elle a un nom de rue à Nantes et pourquoi elle a un nom de rue à Dijon? D'abord, c'est deux municipalités socialistes. Donc c'est là la transmission de la mémoire socialiste. Et à chaque fois, il y a eu une personne du conseil municipal qui s'est engagée pour cela. Ça ne peut se passer que comme ça. Et pourquoi ces personnes se sont engagées pour cela? Alors, à Nantes, quelle personne s'est engagée pour cela? C'est quelqu'un qui avait travaillé dans les services régionaux d'Yvette Roudy. Donc, vous connaissez le numéro de citoyenne à part entière. À Dijon, c'est une femme, conseillère municipale, qui était membre de l'association des femmes diplômées des universités. Marguerite Thibert avait beaucoup milité aussi au sein de cette organisation parce qu'elle disait il faut que les femmes fassent des études supérieures. Donc il y a une association, depuis les années 20, il y a une association de femmes diplômées des universités qui existe toujours. Et donc c'était une conseillère municipale, membre de l'association des femmes diplômées d'université. Et le journal de cette association avait parlé de Marguerite Thibert aussi à différents moments. Vous voyez, c'est comme ça, ça passe uniquement par ce biais-là. Il faut que quelqu'un y connaisse par différents moyens le parcours de Marguerite Thibert et qui défend le cas au conseil municipal. Alors, je vais peut-être poser une question, mais ça m'est venu tout de suite, enfin, quand vous m'avez parlé de conseil municipal, de socialiste. En fait, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui fais un raccourci de l'histoire ou un raccourci tout court, qu'en fait, syndicalisme et féminisme, ça va bon, ça s'accorde bien avec le socialisme. Enfin, c'est peut-être pas, enfin, ça fait bon ménage, quoi. Alors, c'est une très vaste question. Les rapports... mais je raccourcis peut-être Oui, non, mais tout à fait. C'est une question extrêmement intéressante. Mais alors, je vais essayer de répondre le plus vite possible parce que c'est extrêmement compliqué. Les rapports entre féminisme et socialiste. Alors, Marguerite Thibert, elle veut, et Yvette Roudy, elles disent qu'elles sont les deux. Et Yvette Roudy me disait aussi, et moi qui avais regardé ses archives aussi au moment du ministère des droits des femmes, elle disait « Je veux traduire en mesures politiques les revendications des féministes des années 70 ». Mais les féministes des années 70 considéraient qu'Yvette Roudy n'était pas véritablement féministe. Les relations sont compliquées. D'une part parce que pour que le féminisme s'impose au sein du socialisme, ça n'a pas toujours été évident. Les socialistes, pendant très longtemps, ont dit le combat principal, c'est le combat de classe, et non pas le rapport égalité homme-femme. Donc, et de l'autre côté, les féministes ont dit les socialistes, très souvent, ne nous soutiennent pas, il faut mieux qu'on fasse du féminisme autonome.
Donc, vous voyez, et en même temps, certaines personnes ont tenté de lier les deux combats ensemble. Marguerite Hibert, Yvette Roudy ont essayé de faire cela. D'accord. Bien. Écoutez, moi, je n'ai plus trop de questions. Non. Vous avez répondu à pas mal de questions que j'avais auparavant, donc ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet exposé d'une femme quand même assez exceptionnelle, avec un parcours hors norme, si je puis dire, parce que c'est quand même une des premières, comme vous disiez, une première diplômée. Elles ne sont pas toutes à cette époque-là. Oui, elle est dans la première génération des femmes diplômées. Tout à fait, oui. Donc, c'est quand même un parcours hors norme, si je puis dire, à cette époque. Un parcours tout court, quoi, parce que comme on voit sa vie, là, vous l'avez bien tracé professionnellement, même dans la sphère privée. Donc, elle est veuve très rapidement avec un enfant sur les bras. Elle a un travail, elle a saisi l'opportunité, entre guillemets. C'est vraiment un parcours exceptionnel à cette époque-là, si je puis dire. Donc, vraiment, moi, j'ai appris, honnêtement, moi, je ne connaissais pas Marguerite Hibert. Donc, merci de me l'avoir fait connaître. Je vous en prie, vous n'êtes pas la seule. Ça me donne envie de lire votre livre. Donc, je rappelle votre livre. Donc, je ne l'ai pas sur moi, mais il a été emprunté. Donc, Marguerite Hibert, une traversée du siècle, du désert, j'allais dire, pardon, excusez-moi, une traversée du siècle. Donc, voilà. Donc, je vous remercie encore une fois, Madame Thébault, pour avoir participé à cette version numérique de la Biennale. Je vous en prie. Bonne chance pour la suite. Je sais que ce n'est pas un exercice évident. Certains sont plus à l'aise que d'autres. Puis, ce n'est pas évident tout court, quoi, parce que c'est vrai que ça manque de convivialité. Bien sûr. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc, voilà. Donc, je tiens vraiment à remercier Madame Thébault pour sa participation au nom de la ville de Pontivy. Merci encore. Je vous en prie. Merci à vous. Peut-être à l'occasion d'une nouvelle biennale en présentiel. Oui, volontiers, volontiers. En présentiel cette fois-ci. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.